Merci de m'accueillir aujourd'hui pour vous parler de la transition du CHU Sainte-Justine. Ça me fait toujours plaisir de parler du CHU Sainte-Justine. C'est une organisation auquel je suis attaché depuis maintenant 28 ans. Et d'avoir eu l'opportunité de faire tout ce que j'ai fait à travers les années, bien, ça me fait toujours plaisir de le partager. Vous avez vu avec mon nom, il y a toutes sortes de titres, là, mais ce qui est important de retenir aujourd'hui, c'est que moi, je suis un gestionnaire qui, à travers des plateformes et des ressources dont j'ai la responsabilité, qui observe, qui pose des actions en temps réel, qui à travers les opérations de l'organisation, la transforme. Je tente d'éclairer mes décisions de données probantes et surtout, je tente de mesurer ce que je fais, ou on tente au CHU Sainte-Justine de mesurer ce qu'on fait. Quelques mots sur le CHU Sainte-Justine. Plusieurs la connaissent de réputation. Parfois, il y a certains détails qu'on ne connaît pas. D'abord, le CHU Sainte-Justine a maintenant 110 ans. Ça a été fondé par deux femmes il y a maintenant 110 ans. Le bâtiment qui est juste à côté ici, là, donc le voisin du HEC, a été construit ou livré en 1957. Et on va parler aujourd'hui notamment du projet qu'on a livré, nous, l'année dernière avec le déménagement de nos patients dans le bâtiment des unités spécialisées, puis la réalisation du projet Grandir en santé. C'est une institution qui est fière de ses succès, du leadership. On est le seul hôpital universitaire mère-enfant au Québec. Toutes les disciplines médicales se retrouvent à Sainte-Justine. On joue un rôle majeur dans les réseaux, que ce soit le réseau québécois ou le réseau international, comme membre fondateur du réseau mère-enfant de la francophonie. Donc, le CHU Sainte-Justine est très présent au niveau des soins des mères et des enfants, autant au Québec qu'à l'international. Ce que les gens savent de façon générale, c'est que le CHU Sainte-Justine, c'est un centre universitaire où on développe des connaissances, notamment des connaissances médicales. On a des zones d'expertise en neurosciences, en oncologie, immunologie, en périnatalité, en musculo-squelettique et une mission de promotion de la santé. Par ailleurs, ce que les gens savent peut-être moins, c'est qu'on a aussi développé dans les dernières années une expertise en gestion. Et en gestion de projets, en gestion de transformation, en gestion de changement et évidemment en gestion de connaissances. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Mais ce dont vous allez surtout m'entendre parler aujourd'hui, c'est à quel point la force du CHU Sainte-Justine, c'est son capital humain. Et c'est ce qui a teinté toute la transformation ou les transformations qu'on a faites au cours des dernières années au CHU Sainte-Justine. Puis c'est ce qui a piloté aussi la mise en place de la direction de la transition, puis toute sa logique ou ses fondements. Donc, comme vous voyez, c'est quand même extrêmement important. Plus de près de 5500 employés, de nombreux professionnels, des médecins, beaucoup de stagiaires et étudiants qui transigent à travers nos murs. Et évidemment, dans cette force-là, on compte aussi les enfants et les familles qui nous alimentent quotidiennement sur des meilleures façons de faire les choses. Sainte-Justine aussi, c'est un employeur de choix. En octobre 2016, avait été classé au 6e rang des employeurs de choix. Là, vous voyez donc juste derrière le Canadien de Montréal et juste avant le Cirque du Soleil. C'est quand même quelque chose qui nous plaît beaucoup et c'est quelque chose sur lequel on travaille continuellement. Mais la transformation telle qu'on les a faites, ça a souvent aussi des impacts sur les individus. Je vous en ai parlé. Et on veut demeurer cet employeur de choix-là ou cet employeur qui est tant convoité. Pourquoi se réinventer soi-même? Quand on m'a demandé de donner un nom à la présentation un peu catchy, on a fait une espèce en équipe, un brainstorm pour voir qu'est-ce qui serait le plus intéressant de faire valoir. Se réinventer soi-même, c'est capitaliser sur les forces de l'organisation, puis avoir le courage de se remettre en question. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Mais c'est aussi d'être lucide. Donc, c'est de composer avec les limites organisationnelles et tenter de les repousser. Donc, à cet égard-là, cette remise en question-là fait en sorte que le CHU Sainte-Justine, on est comme notre propre objet d'étude. On essaie donc, à travers le temps, d'évoluer et de s'améliorer à travers les transformations qu'on met de l'avant. Il existe au CHU Sainte-Justine une approche depuis plusieurs années organisationnelle pour soutenir nos développements. Aujourd'hui, bien que différents éléments que vous voyez apparaître, je vais centrer ma présentation sur toute la notion de transition ou comment on s'y est pris dans le cadre de la transition du CHU Sainte-Justine. Vous parlez des approches de gestion de changement et vous parlez aussi de la mise en place de notre réseau d'agents de changement pour mobiliser les équipes, qui a été pour nous une stratégie qui est à ce jour encore très payante. De façon pour vous contextualiser, comme je dis, il y a deux projets ou deux transformations qui sont assez importantes, qui se sont
fait en parallèle au CHU Sainte-Justine. Donc, il y a le projet Grandir en santé qu'on connaît, qui est vraiment la construction des bâtiments, qui a émergé autour des années 2006, mais vraiment, on est entré en processus de transition, de construction davantage en 2010-2017. Et pendant qu'on se préparait à Grandir en santé, on a aussi fait une transformation de la structure organisationnelle en 2014. Donc, je vais vous parler de ces deux éléments-là, puis ensuite, on va regarder, évidemment, en matière de gestion de changement et de transition, tout ce que ceci requiert. Ce que je vous présente aujourd'hui, hein, c'est vraiment ma lecture de notre vécu, mon interprétation aussi de ce qu'on a, des choses sur lesquelles on doit, je dirais, travailler davantage dans les transformations. Puis c'est aussi ce que je donne comme conseil quand on m'appelle maintenant pour me parler de projets similaires aux nôtres, que ce soit à Québec, que ce soit ici à Montréal et maintenant même dans la francophonie. Pourquoi on a changé notre structure par programme à l'époque? Parce qu'on était dans une structure par programme clientèle. Donc, vous voyez déjà une espèce d'établissement de silo. On avait 6 programmes qui étaient en cours. Ces programmes-là avaient été mis en l'avant en 1997. Donc, au bout de quelques années, en évaluant le fonctionnement, on s'est rendu compte que bien que ces programmes-là aient permis de recentrer l'organisation des soins autour du patient et de la famille, puis de redéfinir l'interdisciplinarité et le travail de collaboration, ça nous amenait quand même ces années-ci avec des limites, notamment la limite de s'adapter pour assurer la continuité des soins des patients, la fluidité du parcours patient, l'intégration du soin, de l'enseignement et de la recherche, puis aussi au niveau de la performance, donc des difficultés d'efficience. Plus difficile aussi de travailler en réseau. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, on a quand même une place importante dans le réseau. Puis toute la notion du partenariat patient aussi qui a émergé dans les dernières années, qui était là aussi quelque chose qu'on souhaitait améliorer. Donc, on a mis en place ce qu'on appelle une entreprise organique. Vous pourrez, il y a beaucoup, c'est peut-être un grand mot, mais il y a de la littérature sur les entreprises organiques. Donc, c'est vraiment des organisations qui se veulent agiles, créatives, innovantes et qui se veulent partenaires. Au CHU Sainte-Justine, ça s'est manifesté par l'organisation que vous voyez, donc, où on a tenté de mieux équilibrer l'exploration et l'exploitation de notre organisation et mis en place une structure de coordination là, qui sert aussi à articuler ces deux angles-là. Évidemment, je ne rentrerai pas de façon très précise sur le fonctionnement. C'est juste pour vous dire dans quel contexte, encore une fois, la transition du CHU rendue compte tenu de nos constructions s'est manifestée. En termes d'organisation clinique, donc qu'est-ce que ça a donné? Bien, ça a donné la direction exécutive des soins académiques, où là, vous revoyez donc à gauche la notion d'exploration avec nos fonctions cliniques, là, des gens donc, dont le travail est de faire émerger les connaissances, les meilleures pratiques et le développement des soins, avec ce qu'on on a appelé des plateaux de soins et de services, qui est vraiment notre production ou notre offre de services. Et entre les deux, un mécanisme qui nous permet d'actualiser ou de s'assurer que de la réflexion, on passe aussi en action ou aux opérations plus près du patient. Donc, c'est à travers cette remise en question-là, je dirais, assez fondamentale de notre organisation, qu'on a aussi été de l'avant avec le projet Grandir en santé. Grandir en santé, c'est aussi le nom d'une campagne de financement. Grandir en santé, c'est la livraison de 2 bâtiments, donc que maintenant, vous pouvez voir, je ne sais pas si j'ai un pointeur là-dessus, mais que vous pouvez voir, donc l'agrandissement, là, maintenant que vous voyez depuis quelques années, et la modernisation de l'existant. Là, encore une fois, c'est des projets qui sont extrêmement importants et qui amènent leur lot de grandes difficultés et de transformations. Et c'est aussi très concret comme transformation et très pointu comme transformation. Ça amène les individus donc à aller dans des zones de transformation et de changement qui sont extrêmement importantes. Pourquoi on a choisi de construire un nouveau bâtiment? Bien, on avait des limites de l'environnement physique actuel en matière d'humanisation des soins, d'intégration des soins de l'enseignement et de la recherche, puis de l'introduction des nouvelles technologies. Puis évidemment, on le sait, avec un nouvel environnement physique, ça apporte la nécessité de transformer les équipes pour s'adapter à toutes les nouvelles réalités. Et nous, on a eu la chance de pouvoir capitaliser sur un projet de néonatologie qu'on avait mis en place là, en 2009, qui est extrêmement intéressant pour nous donner des enseignements, justement, par rapport à comment faire des changements dans une organisation comme la nôtre, des changements qui, avec le bâtiment des unités spécialisées, le centre de recherche, prenaient une envergure extrêmement importante.
C'est sûr que, je vous le dis, un projet de construction, c'est quelque chose qui est énorme en soi. Par ailleurs, nous, on l'a davantage abordé plus que comme un projet de construction. On l'a aussi abordé comme un projet de transformation organisationnelle. Et à cet égard-là, il a fallu réfléchir à quelle serait la façon dont on allait s'y prendre pour passer à travers les années, pour amener nos équipes aussi à faire en sorte que ce projet-là se réalise dans les meilleures conditions pour eux, puis qu'à la fin du projet, on ait un niveau de satisfaction à la fois des destinataires, là, je pense notamment à la clientèle, mais aussi à la fois à nos équipes, qui doivent maintenant travailler jour après jour, 24/7 dans ces nouveaux environnements, qui ont demandé pour eux aussi beaucoup d'adaptation en matière d'organisation du travail, notamment. Je vous donne tout de suite ma conclusion. Fait que si jamais il y en a qui partent plus tôt, vous pourrez partir avec ma conclusion. Tout est possible. Et en conclusion, ce que je vous dis aussi, c'est que nous avons tous la responsabilité et voire la possibilité, malgré les contraintes, de réaliser des projets humainement responsables. On parle souvent d'être écologiquement responsable, mais on a la capacité, je pense, de faire des projets qui sont humainement responsables. C'est ce qu'on a tenté de faire au CHU Sainte-Justine, puis encore une fois, c'est ce que je vais tenter de vous démontrer dans les prochaines minutes. Comme je vous l'ai dit, il fallait se poser la question, comment on s'y prend? Donc, on était dans un projet de construction avec tous les changements qu'on était capable d'anticiper. On voulait se développer une vision de la gestion de changement dans un contexte où la structure organisationnelle était elle aussi en transformation. La stratégie du CHU Sainte-Justine par rapport à Grandir en santé, c'était la mise en place d'une équipe dédiée au projet, donc d'une équipe de transition qui était distincte des opérations courantes, mais vraiment dont le mandat était d'assurer la transformation, le succès de la transformation, la livraison des bâtiments et évidemment le déménagement des patients et des familles. Les grands défis à travers cette transformation, ça a été notamment de faire du projet un projet collectif, tout en respectant les préoccupations et les besoins individuels. Donc, pour aller chercher de la mobilisation. Il faut savoir que dans le cas du CHU Sainte-Justine, ce n'est pas tout l'hôpital qui a été reconstruit ou réaménagé. Donc, il y avait une partie des équipes qui demeurent dans l'existant. Il y avait une grande partie des équipes, principalement l'hospitalisation, qui allait être dans les nouveaux bâtiments. Puis c'était de faire en sorte que malgré cette espèce de décalage qui peut apparaître chez nos équipes en matière de mobilisation ou d'investissement ou d'adhésion au projet, il fallait trouver des stratégies pour faire en sorte, encore une fois, de le développer comme un projet davantage collectif. L'autre élément, quelque chose qui est davantage concret, il fallait développer une méthodologie ou des façons de faire qui étaient adaptées à la culture de notre organisation. Donc, nous, on a toujours travaillé dans un contexte de contextualisation. Donc, la méthode, on a toujours eu une méthode de base, mais celle-ci s'est adaptée selon les disciplines, selon les secteurs cliniques, selon les secteurs de soins. Et ça, c'est quelque chose que je conseille actuellement à tous ceux quand je suis contacté sur la façon dont on a fait les choses. Il ne faut pas être trop rigide. Il faut avoir une capacité de s'adapter puis une agilité. Puis rappelez-vous, tout à l'heure, je vous montrais les caractéristiques d'une organisation organique, puis on est dans ces principes-là, donc d'adaptabilité, d'agilité. Mais d'après vous, qu'est-ce qu'on fait? On fait du changement ou de la transition? Ou si je vous pose la question, quelle est la différence entre le changement et la transition? OK. Je vais prendre une gorgée d'eau, puis je vais y aller. En fait, la transition, elle n'est pas comme le changement. C'est pour ça qu'on utilise deux termes qui sont différents. Le changement d'un état à un autre, par exemple, on l'apparente davantage à du changement. Donc, je suis ici bon, je prends cette table-là puis je la remplace par une autre, là, de façon très, très caricaturale. La transition, c'est plus intérieur. Souvent, les gens, moi, l'exemple, celui qui me le décrit le mieux, c'est par exemple, je pars du Québec, je vais m'installer en France, c'est un changement. Je pars du Québec, je vais m'installer en France, je trouve une école, je trouve une épicerie, je me trouve des repères. Donc, je me réorganise ma vie et psychologiquement, c'est là où réside la différence entre la transition et
et le changement. En tout cas, moi, c'est la compréhension que j'en ai toujours eue. Ce qui fait que dans nos façons de travailler avec les équipes, c'est la façon dont on l'a aussi toujours abordé. Comment, une fois le projet Grandir en santé réalisé, par exemple, on faisait en sorte que pour arriver rapidement à être restabilisé, parce que vous savez qu'après des transformations comme celle-là, il y a une période où tout le monde est déstabilisé, puis il y a une période où on souhaite être capable de reprendre, je dirais, de façon graduelle, notre amélioration, puis notre transformation, puis nos innovations. Donc, quels étaient les éléments pour chacune des équipes qui fait en sorte qu'on était capable de reprendre rapidement la stabilisation de nos unités? Actuellement, on est en projet d'étude ici avec Céline Bareil et Julie, c'est ce qu'on veut mesurer. Comme je disais tout à l'heure, on mesure aussi ce qu'on fait. Et là, c'est ce qu'on va aller voir. C'est à quel moment nos équipes redeviennent stables à travers la transformation, sachant qu'on a toujours eu cette préoccupation. Donc, c'est ce qui distingue la transformation, la transition du changement. C'est un aspect un peu plus psychologique, un peu plus émotif, relié à ta capacité de retomber sur tes pieds. C'est bon? Encore une fois, c'est ma compréhension. C'est la façon dont je l'ai toujours interprété. C'est sûr qu'on parle souvent on le dit, hein, plus on veut changer les choses, plus le confort diminue. Il faut se rappeler aussi que parfois, nos changements, ils sont imposés. Parfois, on ne fait pas des changements parce que les gens veulent changer. On fait des changements parce qu'on doit les faire. Fait que c'est sûr que sur la notion de confort, comme je dis, avoir une réflexion sur le changement humain ou une approche humainement responsable, ça fait partie des éléments sur lesquels il faut absolument capitaliser et travailler. On parle souvent de changer la culture. Souvent, on entend ça. Il faut changer la culture, il faut changer la culture. Je pense que c'est quelque chose qui fait consensus. Toutefois, changer la culture d'une organisation, c'est ambitieux. Changer la culture d'une unité de soins, c'est ambitieux. Après réflexion, puis les quelques années qu'on vient de passer dans la transformation, moi, je pense qu'il faut aussi s'attarder peut-être davantage à changer l'état d'esprit pour que les individus, pour créer cette ouverture-là à changer la culture. Puis changer l'état d'esprit, bien, c'est un peu le travail de transition qui doit se faire. Donc, amener cette espèce d'état où je ne sais pas, les choses ne sont pas stables, j'accepte que tout n'est pas stable et que les choses sont en transformation perpétuelle. Et de cette façon-là, j'introduis ma culture du changement. Et c'est peut-être quelque chose qui est plus simple à faire que de dire je décide de changer la culture de l'organisation ou d'un secteur. En tout cas, pour nous, ça a été payant de le travailler de cette façon-là. Puis, on va en parler un peu comment on y arrive à travailler cet état d'esprit ou comment nous, on pense qu'on s'y est pris. En matière, donc, de stratégie, ça a été de capitaliser sur l'intelligence collective de nos équipes. Je pense que c'est aussi en matière de gestion de changement, l'implication des individus, des destinataires de changement, des gens terrains, comme on les appelle, est quelque chose d'essentiel, d'extrêmement important. Donc, impliquer les équipes dans une perspective d'accomplissement commun et de développement individuel. C'est-à-dire qu'on a fait appel aussi aux équipes où on les a intéressés non seulement à contribuer collectivement ou avec les équipes à faire évoluer les choses, mais à y trouver un « what's in it for me ». Puis le « what's in it for me », c'est notamment de développer leurs propres compétences, que ce soit en matière de gestion de changement, en matière de gestion de révision de processus, que ce soit de différentes matières, puis la contribution qu'ils amènent aussi aux soins du patient. Donc, c'était de faire valoir que ce n'était pas juste un projet d'organisation, mais qu'individuellement, chaque personne pouvait y contribuer de façon intéressante et y trouver son compte. Il fallait accompagner les équipes avec expertise cohérente et neutralité. Je vous dirais, ça, c'est ce qui ressort beaucoup par rapport au travail qu'on fait quand on travaille avec les équipes, surtout quand on doit faire je dirais, de l'interface en différents secteurs, que ce soit les secteurs cliniques, les secteurs soutien, d'avoir ce positionnement-là qui se veut neutre. Et préserver l'identité des équipes à travers la transformation. Tout à l'heure, je vais vous en parler un petit mot sur l'identité organisationnelle. Je ne suis pas un expert en identité organisationnelle. Par ailleurs, j'ai quand même observé des éléments sur lesquels les gens étaient préoccupés. Et on va en parler un petit peu davantage. Mais c'est extrêmement important qu'à travers ce qu'on demande aux gens de se transformer, de changer, qu'ils n'ont pas l'impression qu'ils perdent l'essence de ce qu'ils sont. Je dirais au niveau clinique, c'est le milieu que moi je connais le mieux. C'est très important. Donc, une unité de pédiatrie veut demeurer une culture, une façon, une approche, des choses sur lesquelles ils sont extrêmement fiers d'avoir construit à travers le temps. Et ça, quand tu transformes, il faut que tu sois sensible à ces éléments-là. On ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Au contraire, on travaille avec tout le monde.
C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure quand je vous disais se transformer soi-même, c'est capitaliser sur les forces de nos équipes, mais c'est aussi composer avec les contraintes de nos équipes. Donc, la mise en place de la direction de la transition, je vous en ai parlé brièvement. Nous, on a eu le plaisir de voir souligner par Agrément Canada la mise en place de la direction de la transition en 2011, là, donc après qu'il ait fait des entrevues avec des employés dans l'organisation. Notre mandat, donc, ça a été d'assurer la structure opérationnelle de gestion de la transition, donc coordonner l'ensemble des activités, des choses très concrètes comme l'identification et l'implantation des processus, la planification et des plans de communication et des plans de gestion de changement, l'accompagnement aussi lors de transfert des activités, puis tout ce qui s'appelle la gestion de risque et la gestion des contraintes. Donc, on s'est vraiment mis dans une position de soutien, d'accompagnement dans lequel les principaux destinataires étaient les décideurs, étaient ceux vraiment qui étaient au centre des éléments et tout tournait autour de leur contribution. En matière d'organigramme, on voit ça souvent aussi, des bureaux comme celui-là ou des instances là, doivent souvent relever de la direction générale ou du directeur général. Ça a été le cas, donc nous, CHU Sainte-Justine. On a eu la chance d'être positionné comme direction à l'intérieur du comité de direction, à l'intérieur aussi du comité de régie, qui est l'instance décisionnelle de l'organisation. Et ça, évidemment, je ne vous apprendrai rien en vous disant que c'est un positionnement qui est essentiel pour la communication, essentiel aussi pour les décisions qu'on doit prendre et la communication avec l'ensemble des équipes. Donc, au-delà du positionnement dont je viens de vous parler par rapport à l'organigramme, bien, ça demeure que la transition a été une direction transversale. Donc, ça aussi, on en parle beaucoup de la gestion transversale. Nous, on l'a expérimenté de façon, je dirais, assez active, là, où on devait collaborer et, je dirais, davantage être en partenariat avec les différentes directions de l'organisation pour arriver à nos mandats. On s'est aussi positionné, compte tenu de la neutralité, comme un lien privilégié entre les équipes cliniques, les équipes de professionnels de construction, les équipes maîtres. On a été impliqué dans l'ensemble du processus, donc de la conception des plans jusqu'à la livraison des bâtiments. Et on a été toujours le partenaire qui favorisait la collaboration au sein de l'organisation puis des différents secteurs qui devaient collaborer ensemble. On s'est toujours mis dans une position d'obligation de moyens et non de résultats. Donc, on a toujours fait porter l'imputabilité des résultats sur les gestionnaires. Et ce qui venait avec ça aussi, c'est, encore une fois, le pouvoir décisionnel. C'est de faire en sorte que les gens ne se sentent pas, je dirais, qu'on ne leur enlève pas ou désincarnés du processus de transition, mais au contraire, ils en faisaient partie pleinement. Et ça nous permettait aussi de s'assurer de régler les enjeux d'identité dont je vous parlais tout à l'heure. Ce qui fait que les gens étaient hands-on, comme pour le dire autrement, sur l'ensemble des projets. J'ai parlé d'accompagnement neutre et apolitique auprès des gestionnaires. Et la collaboration, j'en ai déjà parlé. Au niveau des valeurs, donc la qualité des soins, la sécurité des mères et des enfants, le respect des personnes, la reconnaissance de la valeur du capital humain, la prise de décision basée sur les données probantes, puis la valorisation de l'expertise clinique. Souvent, quand on sort des zones du clinique, on veut valoriser puis amener à contribution nos cliniciens dans l'ensemble des décisions, que ce soit de la cogestion ou des projets de transformation comme ceux-ci. On avait mis en place, nous, on a créé ce qu'on a appelé notre programme Transformation, parce qu'on se l'est dit, il faut se trouver une méthode, il faut l'adapter à notre organisation. Il faut innover aussi en matière d'approche, puis nous, on souhaitait beaucoup être dans ces eaux-là. Et le programme Transformation, bien, en fait, l'hypothèse, c'est que la formation ou le transfert de connaissances ou l'acquisition de connaissances qu'on met en application, donc à travers l'action, notamment des révisions de processus et des façons de faire, bien, c'est ce qui va nous aider le plus à gérer la transition. Et c'est sûr qu'en parallèle de ça, bien, on introduit toute la notion de meilleure pratique et d'innovation. On va chercher nos gains d'efficience et de performance et on crée cette fameuse culture dont on parlait tout à l'heure, qui est une nouvelle culture de transformation et de mobilisation. Donc, c'est une approche intégrée. Je ne rentrerai pas non plus dans les détails aujourd'hui, ce n'est pas de vous présenter, mais tout ça pour vous dire qu'on a travaillé, même s'il y avait différents champs de pratique ou expertise
je dirais, en soutien, que ce soit en révision de processus, en gestion de changement ou en gestion de projet. On a toujours voulu s'assurer que l'approche auprès des équipes était intégrée. Pour eux, ça devait être transparent, que c'était 3 disciplines distinctes, mais qu'il y avait un seul processus. Donc, on a dû arrimer nos outils de travail, des outils aussi simples que DA3, que des approches de communication, que des outils en gestion de projet. Et ça, c'est quelque chose qui a été très important pour nous. On est en train de documenter cette approche-là avec Monique Aubry de l'UQAM. On devrait écrire là-dessus bientôt, mais c'est quelque chose là, qui semble nous avoir distingué dans la façon dont on a approché les projets au niveau du CHU Sainte-Justine. Puis on y est allé de façon très concrète. Aussi, les gens ont besoin de concret dans les grandes transformations. Donc, des approches que vous connaissez toutes, qui sont de la littérature, d'observation, de revue de littérature, d'accompagnement, les Kaizen pour mettre à contribution les équipes, tableau de bord, indicateurs, suivi, ce qu'on a fait. Évidemment, on s'est toujours assuré d'un transfert des connaissances, sachant que la direction de la transition avait une date de fin. La direction de la transition au CHU Sainte-Justine terminera ses activités le 31 mars 2018. On a toujours eu la préoccupation qu'on laissait derrière nous tout le savoir-faire, les outils, le savoir-être qu'on a pu développer. Donc, on avait toujours en filigrane de notre méthodologie la pérennité de ce qu'on voulait mettre en place. Et actuellement, on est aussi en train de mesurer, mais je dirais on l'observe, là, parce que là, je vous parle de la direction de la transition, mais il y a d'autres équipes dans le CHU Sainte-Justine qui contribuent aussi à faire en sorte qu'on pérennise ces nouvelles approches-là et on s'adresse ou on traite du traitement, du transfert des connaissances. Mais on le voit. On est capable d'observer qu'il y a eu un changement chez nos gestionnaires, notamment, par rapport à soit l'état d'esprit envers la transformation ou une capacité. Donc, comment faire les choses. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on souhaite capitaliser pour les prochaines années. La communication, c'est quelque chose dont on parle toujours. En communication, il faut innover quand on fait des transformations. Il faut être présent sur toutes les plateformes. Et nous, on a beaucoup utilisé ce qui existait déjà. Ça aussi, on ne voulait pas ajouter une couche de plus de comités, de réunions pour faire en sorte, encore une fois, qu'on allait chercher de la mobilisation, de l'adhésion, mais de la présence aussi sur nos tables de travail. Je pense que vous savez que les médecins sont très occupés. Être capable d'avoir des médecins sur des tables de travail, ce n'est pas évident. Si on en ajoute à celles qui existent déjà, ça devient quelque chose qui est impossible. Donc, comme direction, comme équipe de transition, il a fallu qu'on s'adapte nous aussi. Il a fallu vraiment qu'on contextualise notre approche et qu'on fasse en sorte que tout ce qui était en place était potentialisé. Il a fallu créer des plateformes manquantes. On s'est rendu compte que même si certains canaux de communication existaient, des fois, il fallait en mettre... puis selon les phases du projet aussi, c'est devenu plus important. Et de faire toujours une communication constante et ajustée aux besoins. Donc, c'est des stratégies certainement que vous connaissez, mais que nous, on a pu appliquer et qui ont fonctionné. Juste un petit mot sur les parties prenantes et le changement. Parfois, on se centre beaucoup sur les destinataires du changement, mais on oublie tous les impacts que peut avoir cette transformation. Même si c'est l'équipe de néonatologie qui a été touchée, par exemple, par la transformation, bien, il faut savoir que leur transformation avait des impacts sur la logistique, des impacts sur la biberonnerie, des impacts sur différents secteurs, voire même des collègues aussi. Même chose pour l'ensemble des unités. Et ça, en matière de communication, de mobilisation et de vision organisationnelle, il faut avoir cette vision large, de savoir jusqu'où on doit communiquer, qu'est-ce qu'on doit communiquer, puis que ce soit de façon très adaptée. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut jamais oublier. Fait que oui, les destinataires du changement, mais jamais oublier l'impact collatéral de ces transformations. J'ai quelques photos pour vous montrer. Je vous disais qu'on mobilisait les gens et qu'on les faisait travailler ensemble pour faire de la transformation. Vous voyez à la fois en haut, à droite, totalement, un vernissage, par exemple. Donc, une activité où on a présenté les plans de l'organisation. Vous voyez par la suite des travaux de révision de processus, donc recherche de causes profondes, amélioration continue, etc. Donc, vraiment, nos équipes ont toujours été au centre de toutes les décisions qui ont été prises, mais ils ont surtout pris les décisions sur lesquelles on devait et les priorisations qu'on devait travailler. On a fait tout un processus de consultation clinique. Encore une fois, c'est pour démontrer que les équipes étaient toujours très présentes dans l'ensemble du processus de la transformation. J'ai trouvé cette phrase-là que je trouvais extrêmement intéressante, qui nous dit que si on veut que les choses continuent, il faut d'abord que tout change. Mais pour changer, on l'a dit, je le dis depuis le début, ce n'est pas nécessairement si simple que ça.
On a fait notre méthodologie, on a beaucoup réfléchi sur la façon d'accompagner les gens pour le réaliser, mais on a moins parlé des destinataires du changement. Puis comment on prépare nos destinataires du changement? Bien, nous, on l'a fait à travers de réseaux de changement. Ce qu'on visait, en fait, c'était de générer de la capacité à changer dans l'organisation. Donc, de façon assez typique, encore une fois, on va adresser nos projets ou nos programmes de formation sur le changement souvent à nos gestionnaires ou à nos équipes de responsables. Nous, on l'a pris un peu à l'envers en disant, mais on va préparer aussi les équipes à recevoir la transformation et le changement. Et c'était une proposition qui a été fort populaire dans l'organisation. C'est un programme qui comporte 3 niveaux de développement. C'est vraiment un programme de formation où les gens, ça les aide à comprendre le processus de changement, de développer les habiletés d'agents de changement, puis de pouvoir les mettre à profit. Et on fait un suivi quotidien avec, bien pas quotidien, mais un suivi régulier avec les gestionnaires. Il faut savoir aussi que cette proposition-là, elle n'a pas été faite uniquement aux équipes qui allaient se transformer. C'est une proposition qui est faite à l'échelle de l'organisation et on va rencontrer, par exemple, dans des ateliers de formation, des médecins, des gens de l'entretien ménager, des infirmières, des gestionnaires. Donc, vraiment, la visée, encore une fois, c'était de générer de la capacité à changer. C'est un réseau qu'on a évalué à plusieurs reprises et c'est toujours très positif pour l'organisation. Puis le réseau va se perpétuer au CHU Sainte-Justine dans les prochaines années et on veut effectivement toujours l'agrandir. Juste un mot là, sur ce que je vous parlais dans les niveaux de développement. Donc, ça va de devenir un agent de changement, à rayonner dans son milieu, à transmettre ses connaissances. Et encore une fois, c'est un programme là, qui est fort intéressant et qu'on a développé et qui, pour nous, a été définitivement quelque chose d'extrêmement important. Le réseau a été souligné aussi par Agrément Canada. Vous voyez le taux de satisfaction des agents de changement, on parle de 90 qui estiment que leurs acquis de formation sont utiles pour faire face aux transformations du CHU Sainte-Justine. Et à travers les années, c'est un programme qu'on a réussi à faire aussi accréditer par Soféduc. Donc, il y a quelque chose, quand je vous parlais du What's in it for me, il y a quelque chose d'intéressant individuellement pour les personnes de contribuer à des projets collectifs ou organisationnels. Les chiffres clés, donc vous voyez, on a des cohortes, on est prêt bientôt avec cette année, on devrait dépasser les 200 agents de changement. Puis vous voyez qu'à travers les années, on est obligé de refuser une personne sur 2 ou à peu près parce que les gens sont vraiment intéressés à participer à l'ensemble de ce réseau. Je vous disais que j'allais aborder l'identité organisationnelle de façon brève, parce qu'encore une fois, je ne suis pas un spécialiste en identité organisationnelle. Par ailleurs, c'est sûr que ce que j'ai observé, ce qu'on a observé à la transition, me fait quand même prendre conscience de certains éléments. Parfois, le changement il est vécu comme une rupture avec le passé. Et c'est souvent dans ce contexte-là qu'on voit que les problèmes ou les problématiques ou la question de l'identité devient fondamentale. Dans une organisation, une institution comme le CHU Sainte-Justine, où l'histoire est si importante, la culture aussi est si forte, c'est sûr que la question de l'identité a toujours été très importante à l'intérieur des transformations. Et ça, c'est quelque chose là, qu'on a vu aussi, et c'est pour ça qu'on a toujours été préoccupé de contextualiser ce qu'on faisait auprès des équipes pour ne pas dénaturer ce qu'elles sont ou pour ne pas dénaturer ce que les individus voulaient faire. Donc, on sait que les organisations tentent à travers le temps de perpétuer des caractéristiques qui les distinguent parce qu'on veut aussi, au niveau du grand public notamment, préserver notre réputation et notre image. Et c'est là où je vous dis que c'est intéressant de voir que ces caractéristiques-là de l'organisation sont aussi importantes pour nos employés. C'est à ça qu'ils s'identifient quand ils viennent travailler dans une organisation, les valeurs notamment de cette organisation. Et pour eux, ça constitue une fierté, ils y adhèrent personnellement. D'où l'importance de travailler sur l'enjeu d'identité à l'intérieur des différentes transformations. Comme décideur, c'est important de comprendre aussi ce phénomène, de comprendre les valeurs et les éléments sur lesquels les gens sont attachés et de comprendre la dynamique qui existe entre ce que l'organisation dit qu'elle est puis ce que les individus à l'intérieur de l'organisation comprennent de ce qu'elle est. Donc, c'est qui nous pensons être. Et c'est cette espèce de dynamique-là qu'il faut toujours entretenir avec nos équipes ou toujours avoir en tête quand on fait de la transformation. Donner du sens, c'est bien de dire grandir en santé, projet de construction, on s'en va par là.
mais même des projets comme ceux-là peuvent être dénués de sens pour les individus. Fait que c'est extrêmement important de créer autour de nos changements le sens. Là aussi, on retrouve dans la littérature des concepts de sense-giving et de sense-making. Mais là aussi, ça parle de la dynamique qu'il peut y avoir ou les divergences qu'il peut y avoir entre la compréhension ou la logique pour laquelle on comprend l'organisation puis ce que nos équipes en pensent. Donc, il faut amener à avoir cette espèce de, je dirais, de collage là, qui se fait entre ce que les gens pensent, qui est l'organisation, puis ce qu'ils en comprennent. Et ça fait partie des éléments un peu plus complexes là, qui sont définitivement à regarder. Au niveau de la transition, je l'avais mis dans l'explicatif, c'est qu'est-ce qui arrive après la transition. Une fois qu'on est déménagé, une fois que notre structure administrative est modifiée, bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, il faut finir ce qu'on a commencé. Ça, c'est fondamental. On a toujours le fardeau de la preuve. Les gens ont l'impression qu'on fait beaucoup de changements parfois, mais qu'il n'y a comme pas de suite, où on commence quelque chose puis on ne le finit pas. Fait que pour nous, c'est important de finir ce qu'on a commencé. Pérenniser les changements, j'en ai parlé tout à l'heure. Pérenniser les acquis qu'on a fait lors des changements. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres changements, mais il faut pérenniser les acquis qu'on a faits. Au CHU Sainte-Justine, l'innovation, vous savez, c'est extrêmement important pour nous. Et là, on est à l'étape où, depuis déjà quelques mois, on a pu reprendre cette discussion-là avec nos équipes, puisque l'innovation, l'amélioration continue fait partie aussi de la survie de l'organisation. Puis évidemment, on cherche toujours à progresser. Il n'y a pas si longtemps, j'ai lu l'article « Les 5 travaux du dirigeant d'aujourd'hui » que j'ai trouvé fort intéressant. Mais puis je me suis posé la question, quand j'ai réfléchi sur la suite des choses par rapport à la direction puis au CHU Sainte-Justine. Puis je me suis beaucoup intéressé au paragraphe qui porte sur l'alignement stratégique. Puis j'ai un peu décortiqué l'article en disant quelles étaient les conditions qui font en sorte qu'on continue à découvrir du nouveau potentiel, à travailler, à innover dans une organisation comme la nôtre, puisqu'on vient quand même de faire une phase qui est extrêmement importante. Je n'ai pas osé cocher les endroits où je pense qu'on est quand même pas mal. Je vais vous laisser vous-même vous faire le diagnostic, mais clairement, il y a des pistes là-dedans qui font en sorte qu'on peut se diriger vers l'avenir et continuer le développement et l'innovation au CHU Sainte-Justine. Puis pour terminer, bien, ce que je vous dirais, on l'a dit, nous, il faut qu'on continue à innover. On est comme, s'il y en a qui sont condamnés à l'excellence, nous, on est aussi condamnés à l'excellence et à innover. Et comme le disait Michel-Ange, le plus grand danger, ce n'est pas de se donner des objectifs élevés et de ne pas les atteindre, mais c'est de s'en donner des bas et de les atteindre. Et nous, on souhaite faire les bonnes choses. Ça fait le tour de ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Avez-vous des questions? Les gens qui ont des questions, naturellement, vous devez emprunter le micro pour que les gens en web diffusion puissent vous entendre. Donc, je cède la parole aux gens qui sont en présentiel avant de passer pour les questions en web diffusion. Donc, est-ce que vous avez des questions, commentaires? Pas tous en même temps. Réal? Sur la question de l'identité, si je comprends bien, si on prend les travaux sur la culture organisationnelle, on dit que la culture, on peut l'observer par des artefacts, les lieux physiques, comment les gens se comportent, ce qui arrive à l'heure ou pas. Il y a les valeurs, mais fondamentalement, il y a les root definitions, ce que dit, c'est les valeurs fondamentales. Et on dit souvent que l'identité, c'est dans les root definitions, mais des fois, il ne faut pas avoir peur de bousculer les valeurs. Je ne sais pas si vous voyez. Autrement dit, on dit souvent que dans les études sur les organisations qui ont duré dans le temps, il y en a qui ont finalement n'ont pas voulu travailler au niveau des valeurs. Donc, les rule definitions, il faut les maintenir. Exemple, l'histoire de Sainte-Justine, les enfants et tout. Mais en quelque part, est-ce que vous avez travaillé avec les groupes d'identité en fonction de votre modèle? Autrement dit, comment faire évoluer vers les valeurs collectives d'un groupe en néo-natalité, par exemple, en fonction du fait qu'on doit être plus orienté, patient, agile, etc. Donc, Bien, en fait,
je dirais deux choses. La première, c'est que d'abord, on a capitalisé sur les valeurs qui nous permettaient d'aller vers cette direction-là. Parce que ce n'est pas complètement déconnecté de. Même la transformation du CHU capitalise aussi sur cette histoire-là, ces valeurs-là, puis pourquoi les gens viennent travailler dans notre organisation. Nos différentes enquêtes, quand justement on pose des questions, qu'est-ce qui fait que vous travaillez au CHU Sainte-Justine? Bien, ça revient toujours à ces racines-là dont vous parlez. Je viens travailler auprès des enfants, c'est une médecine qui m'intéresse, c'est un centre universitaire, je vais m'y développer. Ça, c'est ce qu'il faut garder à travers l'histoire. Par ailleurs, il y a les autres éléments, l'environnement physique, les artefacts sur lesquels il faut travailler, mais juste ce bout-là, c'est quand même pas évident. Et nous, on a voulu introduire, en accompagnant les équipes, cette capacité, je parlais d'état d'esprit, là, que les gens se mettent dans, bien, je peux-tu penser autrement? Je peux-tu penser à autre chose? Puis ils l'ont fait de façon très concrète, dans l'action, encore une fois, et non pas uniquement dans des tables de réflexion où on jase. Et ça, moi, je pense que ça a permis de faire ce levier-là. Et je vous dirais, puis là, je n'ai pas posé la question à tout le monde, mais j'ai l'impression qu'à travers le processus qu'on a fait dans les dernières années, je pense que les gens ont le sentiment d'avoir conservé leur identité, puis d'avoir innové, puis mis des choses de l'avant, puis transformé des choses. J'ai une question. Qu'est-ce que disent les mamans et qu'est-ce que disent les bébés de cette transformation? Ce que disent les mamans et les bébés, ce que je ne vous ai pas montré dans toute la façon dont on a conçu, parce que là, on parle beaucoup de la conception de l'environnement, par exemple. Nous, on a fait un concours qu'on a appelé un concours de dessin où on a plus de 300 enfants et parents qui nous ont dessiné là, ma chambre d'hôpital de rêve, par exemple, mon environnement de soins de rêve. Et nous, ça, on a transmis, on a analysé ces dessins-là pour voir qu'est-ce qui était émergent, que c'était des couleurs, est-ce que c'était un aménagement spécial. Puis on avait des thèmes style, bien, ça prend une place pour papa puis maman, je veux une place pour écouter la télé, je veux une place pour jouer. Et ça, on a donné cette information-là à nos architectes, donc, qui ont conçu l'environnement vraiment autour des besoins, puis des enfants et des familles. Et eux, c'est le bout qu'ils voient. Hein. Le reste de la transformation, si je vous parle des nouvelles pratiques, tout ça, ça doit être transparent aux yeux d'un parent. Lui, il doit arriver, puis avoir les meilleurs soins, puis avoir la conviction qu'il a reçu les meilleurs soins. Tout à l'heure, dans l'ascenseur, c'est assez cocasse. J'ai pris l'ascenseur avec un monsieur des services techniques ici qui me parlait justement, il a vu que j'étais sur ma carte de Sainte-Justine, et il me parlait de son expérience de soins qu'il a vécu, je ne sais pas si c'est récemment ou non, pour la naissance de ses enfants. Et c'est de ça dont il m'a témoigné. C'est tout comment il était soutenu, organisé, tout ça. Fait que, comme je dis, le reste, la transformation, que ce soit notre modèle organisationnel, ça, il faut que ça demeure transparent. Il ne faut pas que les parents aient l'impression qu'ils s'enfargent dans de la bureaucratie ou de l'administratif. Mais au niveau organisationnel, c'est plutôt positif. Puis actuellement, nos enquêtes de satisfaction, c'est sûr que c'est plutôt positif parce qu'on a mis en place beaucoup de choses que la population, je vous dirais, souhaitait. Dans le fond, moi, je trouve que vous avez réussi quelque chose d'exceptionnel avec l'équipe de transition. Je considère que c'est un succès. Quelle a été, selon vous, la plus grande force de l'équipe que vous avez créée pour le mener à terme? Je parle tout le temps de casting. Donc, c'est comme la même... C'est les individus, définitivement, tant qu'à moi, qui ont fait la force de la direction de la transition. Pour toutes sortes de raisons, le casting, les gens qui étaient présents, les gens qu'on a choisis pour travailler les uns avec les autres, a fait en sorte que ça a créé quelque chose que peut-être une équipe de transition avec des individus différents aurait donné d'autres résultats. Mais mon expérience des dernières années, ça, j'en suis profondément convaincu. La bonne personne a la bonne place dans le bon rôle avec une ouverture à faire les choses différemment, puis un engagement aussi envers notre organisation, ça a fait toute la différence. Bien, merci pour la présentation, c'était très intéressant. Vous parliez que vous avez visé à préserver l'identité des équipes dans la transition. Je me demandais, en fait, dans cette transition, j'imagine qu'il y a eu des réorganisations du travail, qu'il y a eu des nouvelles pratiques. Donc, qu'est-ce que vous avez fait dans le cas où est-ce que les équipes ne restaient pas stables, puis qu'il y avait plusieurs équipes qui arrivaient en croisement, et donc peut-être plusieurs identités arrivaient dans les mêmes équipes? Oui, effectivement, on a eu des projets de fusion dans l'organisation, c'est ce que vous décrivez. C'est sûr qu'à ce moment-là, quand tu fusionnes, par exemple, 4 unités de soins ensemble, avec 4 cultures, 4 façons de travailler,
bon, c'est clairement quelque chose qui est difficile. Je pense que, et ça, on va arriver un jour à je dirais une identité commune. Ça va prendre encore quelques mois, voire quelques années. Ceci dit, la meilleure stratégie, c'est encore de mettre les gens en commun, de les faire travailler sur des problèmes communs pour trouver des solutions ensemble. Nous, on continue. C'est vraiment la dernière année de la transition, parce que je vous rappelle, on est déménagé en décembre 2008 et on s'en va bientôt dans la première année. C'était toute la notion que nous, on avait anticipée de consolidation de nos équipes post-déménagement. Fait que nous, dans notre organisation, notre montage financier à la fois, puis notre montage d'organisation de la direction de la transition, on avait prévu cette année-là post-déménagement pour justement faire face à des problématiques comme celle-là. Ce qui nous a permis de maintenir en place de l'accompagnement hebdomadaire, voire quotidien, par une équipe, encore une fois, qui était connue des gens. Donc, on n'a pas changé les gestionnaires de projet ou les équipes auprès des équipes. Fait que ça nous a permis de poursuivre et on est en plein dans ce moment-là où les gens réapprennent à travailler ensemble. J'en aurais peut-être une pour vous. Dans un processus de changement de culture, comme un peu Réal le soulevait, normalement, on identifie un certain nombre de comportements que l'on veut enrichir et stimuler, un certain nombre de comportements qu'on aimerait mieux voir diminuer ou disparaître si possible, et finalement de nouveaux comportements qu'on veut voir apparaître. Est-ce que vous avez fait cet exercice et comment vous avez réussi à identifier ces fameux comportements? En fait, on avait le levier d'avoir un nouveau bâtiment. Ça exige de fait une transformation des pratiques et des façons de faire. Puis c'est sûr qu'encore une fois, en parallèle de ça, on a toujours des enjeux de performance, de qualité de soins qu'on continue à poursuivre. Fait que ça, je dirais, cette vision-là d'avoir des soins de qualité puis de travailler sur des pratiques à la fois innovantes, mais à la fois les pratiques dérogatoires ou sur lesquelles on doit intervenir, on l'a maintenu. Mais il faut savoir que d'avoir le prétexte d'une construction comme la nôtre, ça met quand même les gens en action. Ils sont comme obligés de réfléchir parce qu'ils savent que ce qui s'en vient va nécessiter quand même de la transformation. Donc, ça crée quand même une ouverture qui n'est pas inintéressante. Fait que c'est plus de cette façon dont on l'a travaillé et de façon concrète, bien, ça a été de revoir, par exemple, en atelier Kaizen ou en révision de processus ou en amélioration continue, de façon très concrète, les gestes qu'on pose. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on veut changer? Et maintenant, on l'accueille bien patient. Comment? On est rentré dans du très concret pour faire en sorte que les gens, ça avait du sens pour eux. Et c'était pas juste du conceptuel. Merci, Claude, pour ta présentation. On est presque un an post-déménagement, puis on sait que les équipes de transition, c'était pour préparer le déménagement. Comment tu qualifierais le climat, les équipes, à ce stade-ci, presque un an plus tard? Mais en fait, deux réponses. D'une part, je vous parlais tantôt, on est préoccupé de savoir à quel moment nos équipes sont dans la phase de stabilisation ou dans la phase d'amélioration continue où on reprend. Puis ça, c'est ce qu'on va mesurer. Actuellement, je pense que, puis là, c'est vraiment interne, plus je vais m'engager moi-même dans cette évaluation-là, on avait mis en place plusieurs filets de sécurité post-déménagement pour faire en sorte justement de prévoir tout problème allant de la logistique à des problèmes d'organisation, de chicane d'équipe, de tout ce que vous voulez. Et dès les premiers mois, peut-être au bout de 3 mois, l'ensemble de nos processus de filets de sécurité, on a pu les enlever parce que ça ne s'est pas manifesté. Fait que c'est sûr, en ce jour, je pense que l'enjeu n'est plus le déménagement, n'est plus les nouveaux locaux, n'est plus l'adaptation des nouvelles pratiques. On est ailleurs. La question, c'est de savoir à quel moment les gens vont pouvoir recommencer à faire de l'amélioration continue et à innover. Et ça, on a des équipes qui sont à des endroits différents. Fait que c'est ce qu'on tente, de faire ou d'évaluer davantage. Mais somme toute, si j'y allais en pourcentage, je vous dirais possiblement que 80 % est déjà prêt à passer à la phase de consolidation ou est déjà en cours. Je dirais que c'est assez peu nombreux les équipes là, qui ont encore besoin de travailler sur la stabilisation, notamment nos équipes qu'on a fusionnées. C'est celles-là, je dirais, qui sont encore les plus fragiles un an après le déménagement. Fait qu'il reste un bout de chemin à faire avec eux. Bonjour, j'ai apprécié beaucoup votre présentation. Et j'ai une question ici, parce que vous êtes parti d'un modèle organisationnel qui était stable vers un nouveau modèle organisationnel. Est-ce que vous avez eu un outil ou des outils pour faire le suivi et mesurer les alignements de tous les éléments du modèle? Je dirais que des outils de façon très spécifique, je
je dirais pas nécessairement, puisque on était un peu dans la continuité dans le sens où on a suivi la transformation de la même façon qu'on suit nos transformations d'habitude. On a fait des points, j'essaie de voir, parce que par rapport à la transition elle-même, on a fait davantage, je dirais, de mesures là, dans le temps par rapport à la transformation du changement. Par rapport à la transformation du modèle, on a moins, je dirais, on était plus, c'était comme quasiment quotidien ou en temps réel, cette espèce d'adaptation qu'on a fait avec le modèle. Donc, à la fois, on a fait des changements. Et l'idée, quand on a lancé la structure organisationnelle, ce qu'on disait à tout le monde, c'est on l'a appelé notre modèle de départ. Fait qu'on voulait enlever l'idée que c'est un modèle dans lequel on vivrait pour les 20 prochaines années. C'est un modèle qui se veut agile pour suivre les tendances médicales, par exemple, ou l'organisation du travail. Fait que, c'est pour ça que je vous dis, c'est comme en continu qu'on continue à valider puis à suivre notre modèle, puis on le fait évoluer. Pour vous dire, par exemple, qu'à ce stade-ci, si on y va de façon très concrète, ça nous arrive encore de déplacer des secteurs puis de les mettre dans une trajectoire différente parce que la trajectoire, on s'aperçoit que la logique n'est pas nécessairement celle qu'on avait anticipée, où il arrive des nouveaux éléments qui nous font. Fait que notre modèle, il est quand même en évolution continue et on le voulait organique, donc on le voulait avec cette capacité-là de bouger dans le temps. Bien, je vous remercie beaucoup pour cette magnifique conférence. Merci beaucoup. Et ceci met fin au séminaire de cette année, comme je vous mentionnais. Rendez-vous en janvier pour une nouvelle programmation. Donc, suivez-nous sur LinkedIn, YouTube et sur notre site web. Et je vous invite également à vous inscrire avant le 1er décembre, donc c'est rapide, pour le Organizational Behavior Healthcare Conference qui va avoir lieu à Montréal du 13 au 16 mai. Donc, c'est la première conférence qui va avoir lieu ici à Montréal. Excusez? Tout à fait, pour ceux qui veulent soumettre une communication scientifique pour ce congrès scientifique international qui aura lieu pour la première fois à Montréal et qui recoupe les plus grands chercheurs au monde dans le domaine de la gestion de la santé. Le thème, c'est « Coordonner les soins ». Donc, c'est le thème du congrès. Merci et à l'année prochaine.